contacter le 20. Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Signature d'accord entre les hommes d'affaires djiboutiens et tunisiens lors donc du forum économique entre Djibouti et la Tunisie. Et cérémonie populaire officielle donc pour l'inauguration de la première école primaire dans la localité de Bouya. Et au Pakistan, le Pakistan ordonne donc l'expulsion de 18 ONG étrangères présentes sur son territoire. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est revenu donc hier jeudi en début de soirée au pays à l'issue de sa visite officielle de 48 heures en République tunisienne. L'entretien au sommet qu'il eut avec son homologue tunisien Bekhir Kayed Essebsi et l'adoption de la série d'accords de coopération sur laquelle cette cérémonie a débouché ont constitué le temps fort de cette visite du président Guelleh à Tunis. Les accords intervenus entre Djibouti et la Tunisie ont trait à la mise en place d'une coopération active dans le domaine du transport maritime et des ports, du tourisme, de l'artisanat, de la poste, des TIC et de la culture. À noter également que ces accords intégraient un mémorandum d'entente sur l'exemption mutuelle de visa d'entrée au profit des personnes titulaires de passeports diplomatiques et de services. L'autre volet phare de la visite officielle du président de la République en Tunisie fut également le forum économique entre les deux pays que le chef de l'État djiboutien a co-dirigé avec le Premier ministre tunisien Youssef Chahed. Cet événement donc fut un haut lieu d'échange d'informations sur les opportunités d'investissement dans les deux pays, notamment pour les communautés d'affaires de Djibouti et de Tunisie largement représentées à ce forum économique. Les opérateurs économiques privés de Djibouti qui ont pris part donc à ce forum d'affaires placé sous l'égide du président Guelleh et du Premier ministre tunisien étaient constitués du président de la Chambre internationale de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Daoualé, et d'une vingtaine d'hommes d'affaires de notre pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, avaient également accompagné le président de la République dans le cadre de cette visite officielle en Tunisie. Et lors de sa visite officielle, le président Guelleh a tenu un discours dans lequel il a remercié le président Kayed Essebsi pour l'accueil qui lui a été réservé à lui-même et aux autres membres de sa délégation. Le numéro 1 djiboutien a salué également les accords signés entre les deux parties. Écoutons le président Guelleh. Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة، حضرة الأستاذ سمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حضرة الأستاذ سامي الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Djibouti est sur le passage de la deuxième route maritime la plus fréquentée du monde et convient parfaitement à tous vos besoins de transformation et de distribution. À cet égard, nous nous sommes efforcés de créer un environnement favorable aux affaires et qui permettrait aux entreprises de prospérer. Nous avons également déployé des efforts importants pour rendre notre administration plus efficace afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la prestation des services publics. Par conséquent, outre les nombreux avantages dont disposent déjà les investisseurs, tels qu'une économie libérale, une monnaie librement convertible liée au dollar américain et un système financier permettant le transfert des devises sans restriction,
Nous avons mis en place des réformes concernant la faillite et la protection des petits investisseurs, entre autres, qui ont placé Djibouti dans les listes des 10 principaux réformateurs dans le dernier rapport Doing Business. Cela démontre notre détermination à créer un environnement propice à la promotion d'un secteur privé prospère et dynamique, comprenant à la fois des petites et des grandes entreprises, afin de faire de Djibouti un pays à revenus intermédiaires au cours des prochaines décennies. Notre stratégie de développement accorde aussi une large place à la maîtrise et à l'utilisation la plus large des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un secteur où l'expérience et le savoir-faire de la Tunisie peuvent permettre à ces entreprises de devenir un partenaire important de notre pays. Je suis persuadé que les hommes d'affaires tunisiens sauront saisir les opportunités qui s'offrent dans tous ces domaines, en tenant compte notamment de l'importance que représente Djibouti et de sa situation privilégiée qui la destine à un rôle majeur dans les courants économiques et commerciaux de l'Afrique de l'Est et son grand marché dit commercial. Nous sommes impatients de vous accueillir à Djibouti en tant qu'investisseurs et partenaires. Nous vous encourageons à vous joindre à nous dans la quête d'un avenir radieux et prospère pour nos deux peuples. En vous remerciant de nouveau pour l'heureuse initiative que vous avez prise de réunir les entrepreneurs et hommes d'affaires de nos deux pays, je vais vous redire combien j'ai foi en l'avenir de nos relations et combien nous sommes disposés à vous apporter tout l'appui et les encouragements nécessaires. Je ne puis clore mes propos sans rendre hommage appuyé à l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, membre du quartet du dialogue national, distingué par le prix Nobel de la paix, son action engagée et citoyenne durant la période post-révolutionnaire. Vive l'amitié djibouto-tunisienne, vive le peuple tunisien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et après l'ouverture du forum, une série d'accords de coopération ont été signés à Tunis en présence donc des chefs d'État djiboutiens et tunisiens. Au total, donc, 6 accords bilatéraux ont été paraphés entre les deux parties pour renforcer la coopération entre Djibouti et la Tunisie. Par ailleurs, des accords ont été signés entre les deux pays pour renforcer le partenariat entre les hommes d'affaires de deux pays en présence du chef de l'État djiboutien et des officiels tunisiens. Outre les officiels du gouvernement djiboutien, le secteur privé djiboutien était largement représenté avec une vingtaine d'hommes d'affaires dirigés par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé. Il est intervenu sur la coopération entre les secteurs privés djiboutiens et tunisiens au micro de notre correspondant à Tunis. On l'écoute. En effet, en ce genre de rencontres qui permettent de renforcer les liens qui nous unissent, même si les relations qui nous lient à la Tunisie sont solides et s'inscrivent dans le temps. Notre coopération avec la Tunisie se décline sur plusieurs domaines, tels que l'enseignement supérieur, notamment la médecine, la recherche scientifique, l'énergie, les services postaux et bien sûr les partenariats économiques et commerciaux sur plusieurs secteurs clés. Dans la plupart des domaines, des accords de partenariat qui ont été signés entre nos deux pays à travers la commission mixte djibouto-tunisienne. Pour ce qui est des interactions entre nos deux communautés d'affaires, il y a lieu de préciser sur les accords de partenariat et également la signature qui a eu lieu entre la Chambre de commerce de Djibouti et celle de Tunis en 2010 à l'occasion de la visite de Djibouti d'une délégation d'affaires tunisienne. Ces mémorandums avaient pour objectif de promouvoir la coopération économique et commerciale entre nos deux pays
et permettent également d'informer le milieu d'affaires concerné des opportunités de marché en Tunisie et à Djibouti. Il est également à apporter aux investisseurs potentiels l'assistance nécessaire en conformité avec les réglementations en vigueur de nos deux pays. Plus précisément, en 2017, la Chambre de commerce de Djibouti a eu l'occasion de recevoir la visite d'une forte délégation d'hommes d'affaires tunisiens conduite par mon ami, le président du Tunisia Africa Business Council, du TABC, qui a séjourné à Djibouti du 17 au 18 septembre 2017. Une conférence sur l'investissement axée sur la revitalisation des partenariats économiques et commerciaux entre les deux pays avait été organisée en collaboration avec le ministère auprès de la présidence chargée des investissements et sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Lors de cette conférence, les membres de la délégation ont pu nouer de nouvelles relations d'affaires, notamment dans les domaines médicaux, de nouvelles technologies et encore des échanges de produits divers dans l'alimentation générale. De plus, la Chambre de commerce a pu ratifier un accord de coopération et de collaboration avec la TABC au terme de la conférence, tout comme celui que nous nous apprêtons à signer aujourd'hui avec l'UTICA. Une forte délégation, rappelons-le, ministérielle, a accompagné le président Guelleh durant sa visite en Tunisie, qui a été donc importante pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Un accord de partenariat a été aussi paraphé lors de cette visite. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur le bilan de la visite du chef de l'État en Tunisie. On l'écoute. La visite officielle du président de la République, qui a duré 48 heures, est intervenue sur invitation du président de la République tunisienne, son Excellence M. Baji Qaïd El-Sebsi. Cette visite a été l'occasion pour les deux leaders de pouvoir échanger sur des questions d'intérêt commun, notamment en matière de sécurité, de politique générale, aussi bien dans le monde arabe que sur le continent africain. La Tunisie et Djibouti ont depuis des décennies une tradition de coopération. Et cette coopération s'est toujours réalisée à travers des commissions mixtes qui se sont déroulées. La dernière d'entre elles s'est déroulée en 2010. Et je crois que 8 années ont passé. Je crois que c'est une longue période, compte tenu aussi de la situation qui a prévalu en Tunisie depuis 2011. Oui, cette commission mixte va être... la prochaine session sera organisée début 2019. Il faut également ajouter à cela que durant cette visite, l'occasion nous a été donnée de pouvoir revisiter certains accords qui existaient déjà en matière de commerce, de promotion du commerce, des investissements, un accord sur l'exemption des visas pour les passeports diplomatiques et de services, notre accord sur les technologies de l'information, un autre accord sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, etc., etc. Donc je crois que c'était vraiment une bonne opportunité pour pouvoir relancer cette coopération sur de nouvelles bases. Les deux dirigeants ont également eu un tête-à-tête très prolongé sur les situations qui prévalent dans les pays voisins. De la Tunisie, par exemple, la Libye a fait l'objet de discussions très approfondies. Également le Yémen et la Corne de l'Afrique. La Tunisie joue un rôle très important en ce qui concerne la Libye et les initiatives prises par le gouvernement tunisien permet aujourd'hui d'envisager peut-être des solutions à cette crise qui a trop duré, la crise libyenne. Il y a eu également une rencontre entre le président de la République et le président du Parlement tunisien, avec un certain nombre de parlementaires issus de formations politiques différentes, de l'opposition, etc., et de la majorité. Et nous savons que le spectre des partis politiques en Tunisie est très varié. Et ça a été l'occasion pour le président de la République de les entendre, de les écouter et d'échanger avec eux. Tout de suite après, dans l'après-midi, le chef de l'État s'est rendu à la primature où il a rencontré le Premier ministre pour mettre un peu les dernières retouches sur les questions techniques en matière de coopération, surtout sur la formation professionnelle où la Tunisie a une expérience avérée. Aujourd'hui, le président de la République se rend donc à l'UTICA, qui est un peu la chambre de commerce du patronat tunisien, et il aura l'occasion également d'échanger avec ce patronat tunisien pour pouvoir justement
attirer ou faire en sorte que les investissements tunisiens puissent arriver vers Djibouti. Le président est également accompagné par un grand nombre d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires djiboutiens. Ce sera également l'occasion pour eux de pouvoir échanger avec leurs homologues tunisiens. Voilà une visite qui était attendue, qui était importante. Et le président de la République a adressé à son homologue tunisien également une invitation à venir visiter Djibouti. Voilà, en substance, les tenants et les aboutissants de cette visite officielle du président de la République en Tunisie. Le correspondant sur place donc a pu également recueillir les réactions des participants à ce forum économique Djibouti-Tunisie. Nous étions donc en Tunisie pour le forum économique djibouto-tunisien qui s'est tenu donc à Tunis et qui a vu la participation du chef de l'État. Et à l'issue de ce forum, notre équipe sur place a recueilli les réactions des participants. Écoutons tout de suite la réaction du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé. Je disais que nous sommes très heureux d'être ici à Tunis et qu'il y ait un accueil chaleureux qui nous est réservé. Nous faisons partie de la délégation pour que nous puissions aujourd'hui travailler avec la partie tunisienne. Nous sommes au siège de l'UTICA et nous comptons travailler, comme vous avez vu, d'un partenariat pour faire des investissements à Djibouti dans le cadre d'une relation, je dirais, avancée entre la Tunisie et Djibouti. Justement, dans le discours du président de l'UTICA, il était question qu'il y ait une visite organisée en décembre dans le cadre de la foire internationale de Djibouti. Donc ça serait une bonne opportunité pour nous de recevoir une forte délégation tunisienne et surtout voir surtout dans le cadre de la foire beaucoup de sociétés tunisiennes qui y participent, puisque la foire internationale de Djibouti devient un événement incontournable de l'Afrique de l'Est aujourd'hui, grâce à Allah et grâce surtout à la stabilité de notre pays et du chef de l'État. Donc aujourd'hui, cette initiative auquel le chef de l'État a participé est le lancement de beaucoup de choses qui vont se dérouler très bientôt dans les cadres justement du partenariat et dans une relation en bonne intelligence avec la Tunisie qui est un pays frère, comme vous le savez, où nous avons de liens historiques. Donc voilà, c'est le travail, c'est l'aboutissement d'un travail de tant de mois. Aujourd'hui, l'UTICA et également TABC qui ont coordonné cette initiative en bonne intelligence, et je leur ai dit encore, nous permettra par la suite non seulement à nos hommes d'affaires qui sont ici, qui ont accompagné justement le président de la Chambre des commerces, mais également le partenaire, le futur et je l'espère partenaire économique tunisien. Comme vous le savez, la République de Djibouti avait organisé également, à mon initiative et en collaboration également avec TABC, l'année dernière, en dépêchant plus de 35 chefs d'entreprise tunisiens, sur lesquels d'ailleurs il y a eu beaucoup de résultats, et notamment très prochainement, la République de Djibouti, grâce au forum qui a eu lieu, le forum économique qui a eu lieu à Djibouti l'année dernière, entre autres bien évidemment, aura lieu le premier call center à Djibouti, qui est une initiative d'un partenaire, entre partenaires tunisiens et partenaires djiboutiens, sur lequel nous nous félicitons. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé hier une cérémonie d'inauguration d'une école primaire à Bouya, organisée par le ministère de l'Éducation nationale. L'événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont notamment Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'équipement et des transports, Hamadou Mohamed Aramis, ministre délégué à la décentralisation, Mouna Ousmane Adel, secrétaire d'État aux affaires sociales, ainsi que le haut commandement des forces armées italiennes qui ont participé au financement d'établissements scolaires. Les députés de la région, les autorités locales et les notables du village avaient travaillé main dans la main avec le MENFA pour préparer cette cérémonie qui a provoqué une rare effervescence. En signe de grande satisfaction et de remerciements aux autorités, les populations locales s'étaient fortement mobilisées dans la petite localité de Bouya, située au pied du mont Moussa Ali. Abdelkader Kamel Mohamed et les membres du gouvernement ont été accueillis avec des chants et danses folkloriques et des colliers de jasmin, puis les officiels ont été invités à tremper donc les lèvres dans du lait de chamel conformément aux traditions.
Et donc rassemblés dans la grande cour de l'école sous le mât donc du drapeau national, les élèves tous vêtus donc des uniformes scolaires gratuitement offerts ont entonné donc a cappella l'hymne national au moment où les couleurs nationales sont montées au haut dans le ciel. Puis le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que les officiels italiens se sont prêtés donc à un bain de foule. Et par la suite, après avoir sacrifié donc à ce rituel, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement se sont longuement exprimés devant les communautés locales et celles des environs fortement présentes. L'occasion pour eux de réaffirmer donc l'attachement du gouvernement à assurer les services de base à l'ensemble de la population de Djibouti. Et par la suite, la nouvelle école inaugurée jeudi dernier par le MENFOP sous la houlette du Premier ministre Abdourahmane Kamil était la base d'une école communautaire composée d'un seul bloc de béton avec 2 salles de classe, un nouveau bloc entièrement en matériel donc léger et recyclable qui a été ajouté grâce à un financement de l'armée italienne. Le nouvel établissement scolaire compte aujourd'hui 5 salles de classe pour 4 divisions pédagogiques, à savoir 2 classes de première année, une classe de deuxième année et troisième année. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont effectué une visite des salles de classe flambantes, neuves. Ils ont pu rencontrer les enseignants et échanger donc avec les élèves parés dans leurs uniformes scolaires offerts gratuitement. Au même titre donc que des centaines de manuels scolaires, de livres et de tablettes numériques, et la secrétaire d'État à la solidarité nationale a remis des tonnes de vivres à la communauté locale. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont également annoncé la construction prochaine d'un centre de santé et la mise à disposition d'une ambulance pour les évacuations d'urgence. Autant dire que la cérémonie d'inauguration de l'école de Bouya a été l'occasion pour les autorités publiques d'apporter de nouvelles heureuses aux populations locales, visiblement touchées et fortement réjouies. Les communautés locales ont remis des cadeaux aux ministres et aux militaires italiens. Au pied donc du mont Moussa Ali, donc aux frontières avec l'Éthiopie et l'Érythrée, la localité de Bouya se dresse sur des terres inhospitalières. Les structures de développement de base étaient inexistantes dans cette localité située dans un désert de sable et de pierres brûlantes en contrebas de la plus haute montagne du pays. Mais la mobilisation de la communauté locale a eu raison de tous les obstacles. Et par la suite, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle école donc a vu une forte mobilisation de la population, mais aussi des principales autorités locales, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional Omar Hussein, ainsi que le colonel Ali Hassan, qui ont activement participé dès le début à la mise en place d'une structure éducative. La construction de la nouvelle école a été concrétisée grâce à la coopération militaire italienne. Le commandant de la base s'est félicité de la volonté politique du haut niveau affichée par l'inauguration de l'école de Bouya. On l'écoute. Et le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, étaient donc aux côtés de leurs collègues de l'éducation et du Premier ministre. Tous ont promis donc d'accompagner le développement de l'école, qui est une première dans ce secteur reculé aux confins de la frontière éthiopienne. Et de là, nous passons donc toujours en nouvelle nationale. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu donc hier le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, Zhuo Ruicheng. D'emblée, donc, le ministre a souhaité la bienvenue à Zhuo Ruicheng, ambassadeur de la République populaire de Chine, nouvellement accrédité dans notre pays, et n'a pas manqué donc de lui exprimer ses pleins succès pour sa nouvelle mission dans notre pays. Poursuivant son intervention, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a rappelé l'excellence des relations de longue date existant entre les deux pays et a souligné le soutien de la Chine dans les différents projets d'infrastructures donc de développement. Ainsi, ils ont convenu donc lors de cette réunion de collaborer davantage en vue de trouver les voies et moyens de renforcer leur cadre de coopération relatif au secteur de l'environnement et de l'habitat.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu également hier dans son bureau une délégation du groupe de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et une délégation donc de l'AFD, l'Agence française de développement, de l'EDD, de l'unité de gestion du projet géothermie à Djibouti, ainsi que des experts de la compagnie Geolotica spécialisée dans le domaine de la géothermie. Cette réunion a permis de faire le point de la situation donc des activités des 10 partenaires du ministère dans les donc différents projets dans lesquels ils se sont engagés. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. Alors Samatar, direction le Pakistan où 18 ONG étrangères ont reçu l'ordre de quitter le territoire pakistanais. Effectivement Ahmed, les autorités pakistanaises ont ordonné 18 organisations humanitaires internationales de cesser toute activité sur le sol pakistanais et de quitter le pays, a déclaré un porte-parole d'Action Aid. Cette ONG Ahmed, spécialisée dans l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la défense des droits de l'homme, dit avoir reçu un avis d'expulsion du ministère pakistanais de l'Intérieur, ce qui équivaut, selon lui, à une attaque contre la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme. Le porte-parole de l'Action AID a indiqué que 17 autres organisations caritatives à financement étranger avaient reçu elles aussi des avis d'expulsion. Les ONG financées par l'étranger sont depuis des années dans le collimateur des autorités pakistanaises et l'une d'elles a reçu l'an dernier l'ordre de cesser toute opération pour avoir mené des activités hostiles à l'État. En décembre dernier, Ahmed, le précédent gouvernement constitué par la Ligue musulmane du Pakistan, Nawaz, a ordonné l'expulsion de 27 ONG, Ahmed. Et le GRU, Samatar, redoutable service secret russe, expert en cyberattaque. Eh bien oui Ahmed, la direction générale des renseignements de l'état-major force armée, la plus redoutable des agences d'espionnage de la Russie, particulièrement douée pour mener des cyberattaques partout dans le monde, éliminer d'anciens agents russes qui ont trahi pour faire intervenir ces unités d'élite appelées les Spetsnaz lors des conflits extérieurs jugés cruciaux par le pouvoir russe. Avec 4 agents expulsés du Pays-Bas, plus 7 agents inculpés aux États-Unis, le GRU mérite son nom de service secret, plus haute agence mondiale. Car le grand public ne connaît pratiquement pas cela, Ahmed, et va changer puisque le Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Canada et l'Australie viennent de lui mettre sur le dos un grand nombre d'attaques informatiques, Ahmed, menées ces dernières années, notamment sur le sol. Ces pays occidentaux ne contentent pas d'accuser, ils ont riposté, Ahmed, concrètement hier. 4 agents russes soupçonnés d'avoir organisé ces actions de piratage contre le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Ahmed. Et enfin, Samatar, nous allons nous rendre au Sénégal. Le Sénégal, donc, qui paraît-il est devenu un paradis des start-up en Afrique de l'Ouest. Effectivement, Ahmed, le Sénégal multiplie les incubateurs et les fonds d'investissement pour permettre aux startups de se développer. L'objectif, atteindre les 35 000 emplois directs dans le domaine de la nouvelle technologie d'ici 2025. Depuis quelques années, les petites entreprises se multiplient dans le pays de la Teranga, en Afrique francophone. Dakar est aujourd'hui un Eldorado pour les startups. Bonne connexion Internet, incubateur et espace de travail, Ahmed, en équipe. Dans la capitale sénégalaise, tout à fait pour qu'elle se développe. Des fonds spécialisés dans le financement des startups nés au Sénégal pour répondre à la demande des entrepreneurs. C'est le cas du fonds d'investissement Teranga Capital. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.